Salut, je suis Fred de The Fred Ludo Games, la chaîne que j'anime, et bienvenue ici. Aujourd'hui, je continue dans l'univers de Léon de Proust avec un deuxième jeu qui est un Tower Defense. C'est pas plutôt Gaspard Proust? Non. Par contre, je connais bien sa femme, Madeleine Proust. Je vous jure qu'il me fatigue. Reprenons. Tower Defense est le tout premier jeu de Léandre en print and play. Alors je sais pas en réalité si c'est le tout premier jeu, en tout cas c'est le numéro 1 sur la série des 11 que je vais vous présenter. Vous êtes un défenseur d'un domaine, d'une base militaire, d'un château, de ce que vous voulez, et vous allez devoir éliminer des vagues d'assaillants successives. Le principe est extrêmement simple, et le jeu l'est tout autant. Au niveau matériel, il va vous falloir d'abord la carte de jeu. Si vous n'avez pas d'imprimante, je vous conseille fortement de la dessiner, c'est pas très compliqué. Il va falloir simplement faire 12 ronds, carrés ou losanges ou polygones, ce que vous voulez, et le 12e, vous représenterez un château. Il va falloir également vous munir de 80 centimes. 10 pièces de 1 centime, 10 pièces de 2 centimes et 10 pièces de 5 centimes, le tout faisant bien 80 centimes. Pour la mise en place, disposez au centre de la table la carte de jeu ou le plateau que vous avez dessiné. Celui qui sera le défenseur va empiler sur le château 3 pièces. Une de 5, une de 2, une de 1. Ces pièces vont représenter les points de vie. 5 plus 2 plus 1 font 8. Le château a donc, et pour l'instant, 8 points de vie. Ce même joueur, donc le défenseur du château, va également recevoir 3 pièces de 1 centime. Ça sera la garnison de son château qui va disposer à côté du plateau de jeu. Plus tard, on verra comment il va pouvoir améliorer sa garnison de 1 en 2 et puis en 5. L'attaquant, lui, va disposer également 3 pièces qui seront ses soldats. La première pièce est une pièce de 5 centimes et on la dispose sur la première case du chemin à l'opposé du château. Sur la seconde, il disposera un soldat d'une valeur de 2 et enfin, il disposera sur la troisième case une valeur de 1 pour son dernier soldat. Il reçoit également du renfort avec une pièce de 5, une de 2 et une de 1. Quelque part sur la table ou sur l'aire de jeu, c'est selon, on va aligner également, et dans l'ordre, les pièces suivantes. Une pièce de 1, une pièce de 2 et une pièce de 5, et on recommence à nouveau une pièce de 1, une pièce de 2 et une pièce de 5. Ces pièces vont représenter le temps. Toutes les pièces restantes seront disposées à côté du plateau de jeu. Ça va être la réserve. Alors les joueurs vont jouer chacun leur tour, l'un étant l'assaillant, l'autre étant le défenseur. Et on va jouer jusqu'à qu'on ait réuni l'une des deux conditions de victoire. Les conditions de victoire sont les suivantes. Soit le château est détruit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pièces dessus, ou alors il n'y a plus sur le chemin de soldats à partir du 8e tour. Et auquel cas, ça sera le défenseur qui sera déclaré vainqueur. Alors c'est l'attaquant qui va ouvrir les hostilités. Pour jouer, à son tour de jeu, il va prendre les pièces de renfort, c'est-à-dire les pièces qui sont à côté du plateau de jeu. Il va les prendre dans sa main, les mélanger et les plaquer sur la table. Si les pièces ont des faces piles, c'est-à-dire la face numéraire visible, et il en faut au moins 2, il va pouvoir les associer, soit pour déplacer un soldat en direction du château, soit pour faire rentrer un nouveau soldat dans l'aire de jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est une association de valeurs. L'une des valeurs désignera le type de soldat à déplacer, d'accord, c'est-à-dire 1, 2 ou 5, et l'autre valeur, c'est-à-dire l'autre pièce, elle, va définir le nombre de cases pour lequel il devra se déplacer. Une fois cette action réalisée, il va écarter les 2 pièces et va pouvoir faire un nouveau lancer, car en effet, il va devoir faire 3 lancers successifs. Attention, on peut cumuler dans un lancer le nombre de déplacements à condition d'avoir le nombre de pièces suffisantes et également le nombre de valeurs suffisantes. À partir du moment où il n'y a plus qu'une pièce disponible ou une seule valeur disponible sur un lancer, il ne peut plus rien faire. Prenons un exemple. Admettons que l'assaillant
et obtenu un 5 et un 1 sur ces pièces. Il a plusieurs possibilités. Soit il déplace un soldat de valeur 5 de une case, soit il déplace un soldat de valeur 1 de 5 cases, ou bien il fait rentrer en jeu un soldat de valeur 1 à la 5e case, ou inversement, il fera rentrer un soldat de valeur 5 sur la première case. Alors, subtilité intéressante. Si lors d'un déplacement ou lors de la rentrée d'une pièce ou d'un soldat dans l'aire de jeu, c'est-à-dire sur le chemin du plateau, il va falloir, et à condition que cette dernière soit déjà occupée, que la valeur de celui qui arrive sur la case ou de celui qui rentre en jeu soit strictement inférieure à la valeur de la pièce qui est déjà en place. Par exemple, un soldat de valeur 2 pourrait parfaitement terminer son déplacement sur un soldat de valeur 5, mais ne pourrait pas le terminer sur un soldat de valeur 1. Et pour rentrer les pièces, c'est exactement la même chose. Lorsque les soldats sont empilés, ils vont se déplacer en même temps, à condition que l'on déplace celui qui est dessous. En revanche, celui qui est dessus, et lors d'une phase de mouvement, peut parfaitement se détacher de son soldat et avancer tout seul. Lorsqu'un soldat aura parcouru l'ensemble des cases qui le séparent du château, ce dernier, et lorsqu'il arrivera sur la case château, infligera des dégâts à ce dernier. Les dégâts qu'il infligera vont correspondre à la valeur faciale de la pièce. Et lorsque ces soldats ont fait leurs dégâts au château, ils sont retirés du jeu, ils sont remis dans la réserve. Alors, au bout des 3 lancers pour l'assaillant, et une fois que ces derniers ont été exécutés, tous les soldats présents sur le chemin avanceront tous d'une case vers le château, naturellement. Enfin, l'assaillant va recevoir des renforts. Rappelez-vous, sur la mise en place, nous avons disposé des pièces de 1, 2, 3, 5, puis 1, 2, 3, 5 en haut du plateau, et je vous avais dit que c'était le temps, ou plutôt le compte tour, et effectivement, à chaque nouveau tour, il recevra en renfort une des pièces, qui implique qu'au deuxième tour, il jouera cette fois avec 4 pièces. 2 pièces de 1 centime, une pièce de 2 et une pièce de 5. Et au 5e tour, il prendra la pièce de 2 centimes de la ligne, et la rajoutera dans son jeu, et ainsi de suite. Ceci implique qu'à partir du 8e tour, plus aucun soldat ne pourra rentrer en jeu. Il va donc falloir qu'il se débrouille avec ceux restant sur le chemin jusqu'à la fin de la partie. Alors voyons voir du côté maintenant du défenseur. À son tour de jeu, c'est-à-dire lorsque l'attaquant aura fait ses 3 lancers, le défenseur va également rentrer en jeu. Pour cela, il va utiliser les pièces de sa garnison. Vous savez, au début du jeu, ce sont les pièces de 1 centime. De la même manière, il va les prendre dans sa main, il va les mélanger et les taper sur la table. Alors, contrairement à l'assaillant, le défenseur, lui, n'a pas de limite de lancer. Du moins, sauf s'il fait un échec critique ou s'il fait une réussite critique. Dans son lancer, à partir du moment où il a au moins une face côté pile, c'est-à-dire une face avec une valeur visible, il va simplement noter cette valeur et puis il la rajoutera au lancer précédent. Mais attention, en cas d'échec critique, c'est-à-dire en cas où le lancer ne révélerait que des pièces côté face, on arrêterait immédiatement le tour de jeu. Et l'échec critique est plutôt cruel, car dans ce cas-là, il n'infligera aucun dégât aux soldats qui arriveraient vers le château. En revanche, si sur son lancer, il obtient 3 faces visibles, c'est-à-dire 3 faces côté pile, c'est une réussite critique. Le tour va s'arrêter. On va additionner ces 3 faces, qui font 8, plus les résultats des anciens lancers. Ça, c'est ce qui va être infligé aux soldats, mais le château également va gagner un point de vie supplémentaire. Et on rajoutera, depuis la réserve, une pièce sur le petit tas de pièces que l'on a constitué en début de partie sur le château. Le défenseur, à la fin de ses lancers, va pouvoir distribuer les dégâts sur les assaillants de la manière qu'il veut. Par exemple, admettons qu'il ait 5 points de dégâts à distribuer, il peut parfaitement en distribuer 1 à chaque soldat, ou bien la totalité sur un soldat, voire 3 sur l'un, 2 sur l'autre. Si la totalité des dégâts infligés
à un assaillant est au moins égal à la valeur faciale de la pièce qui le représente, le soldat est retiré du jeu. Il est mort, quoi. En revanche, si les dégâts sont inférieurs à la valeur faciale de la pièce qui le représente, on retourne le soldat et on le met sur le côté face, ce qui aura pour conséquence qu'il ne pourra plus se déplacer au prochain tour. Si il reprenait à nouveau des blessures, il serait lui aussi retiré du jeu. Comme je vous l'avais dit, les châteaux vont pouvoir évoluer. En effet, en début de partie, le défenseur joue avec des pièces de 1. Il y en a 3. Chaque fois qu'il va tuer un assaillant, un soldat, il va pouvoir changer la valeur d'une pièce. Les pièces de 1 vont devenir des pièces de 2, les pièces de 2 viendront des pièces de 5. Mais attention, on ne peut pas passer de 1 à 5 directement, il faut toujours que l'ensemble des 3 pièces ait évolué de la même valeur pour pouvoir passer à la valeur suivante. Enfin, la règle propose également un mode solo. Mode solo que je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo, mais si vous me le demandez massivement, bah ouais, je vous ferai la vidéo. La règle propose également la variante croisade pour 2 à 4 joueurs. Je ne vais pas vous la présenter dans cette vidéo, mais si vous la demandez massivement, je vous l'expliquerai. C'est la fin de cette petite vidéo consacrée à ce Tower Defense par Léandre Proust. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous expliquer les 11 planches que l'on retrouve sur le Tipeee. J'en ferai une par jour. Alors du coup, je vous dis tout naturellement, à demain.